Donc, on peut y aller? Oui. Alors, bonsoir tout le monde. D'abord, je me présente, mais c'est la dernière fois que vous allez entendre parler de moi. Je suis Pierre Bosset. Je suis professeur au département des sciences juridiques et directeur cette année du département. Et ça me fait un grand plaisir d'être ici ce soir à partir de chez moi pour vous présenter le conférencier, ce que je vais faire dans quelques instants. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes présents en grand nombre et d'accueillir le conférencier de ce soir, le juge Michel Shore, qui est un ami de l'UQAM, puisque depuis 17 ans, il est jumelé en tant que juge à l'UQAM. Il donne des conférences ici, chez nous, au département, depuis donc de nombreuses années. Et ces conférences sont un peu passées à l'histoire du département parce qu'il a une approche qui lui est propre, une approche qui fait appel à la littérature, notamment, pour illustrer des thèmes juridiques. Je vais vous présenter d'abord son parcours. Alors, le juge Shore est né à Paris, mais il est arrivé ici au Canada très tôt, à l'âge de 3 ans. Il a un baccalauréat en droit de l'Université une licence en droit, comme on disait à l'époque, de l'Université de Montréal depuis 1972, et ainsi qu'une maîtrise en philosophie de McGill. Il est avocat donc depuis la fin des années 70 et il a travaillé en droit international pour simplifier les choses. Il a représenté le Canada auprès de plusieurs organismes des Nations unies, notamment, et c'est devenu un peu sa spécialisation au fil du temps, dans le domaine des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, un domaine qu'il a approfondi lorsqu'il œuvrait au ministère de la Justice du Canada. Et il a été nommé après coup, à la fin des années 80, à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, où il est demeuré, il a approfondi même sa spécialisation dans le domaine des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En 2003, il a été nommé juge à la Cour fédérale et également juge à la Cour d'appel de la Cour martiale. Et son expérience s'enrichit encore davantage à partir de cette époque, puisque, par exemple, il agit comme médiateur pour la Cour dans des litiges qui opposent la couronne au peuple autochtone. Il va utiliser notamment la coutume autochtone pour régler des différends. Il a aussi développé une certaine expertise dans le domaine du stress post-traumatique pour les militaires canadiens qui reviennent ici au Canada. Alors, c'est un juge qui a une très riche expérience et comme je le disais au début, c'est un ami de notre département, de notre université, puisqu'il donne donc des conférences. Il est d'ailleurs souvent invité par la professeure qui va vous adresser la parole dans quelques minutes, qui l'invite souvent pour donner des conférences et nous faire partager son expérience. Le thème de sa conférence, ce n'est pas précisément la question des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, ni même le thème du droit de l'immigration, bien que c'est l'objet du cours qui est à l'origine de cette conférence. En fait, on lui a demandé de nous parler de sa conception du rôle du juge en tant que serveur ou serviteur, je devrais dire, de la justice. Son parcours, donc, en tant que juge et comment il voit son rôle en tant que serviteur de la justice, un objectif qui nous anime et qui va vous animer, vous aussi, quand vous aurez terminé votre parcours au baccalauréat en droit. Donc, c'est une grande chance d'avoir le juge Michel Shore avec nous comme conférencier. Je suis convaincu que sa conférence va s'inscrire dans la foulée de ses interventions antérieures où il a mis à profit des auteurs connus comme Saint-Exupéry, par exemple, pour illustrer des thèmes juridiques. Ce soir, d'ailleurs, je pense qu'il va mettre à profit Albert Camus, mais je vais laisser Sarah Denen et le juge Shore, bien entendu, vous en dire plus long. Alors, bienvenue au nom du département et de la faculté, Monsieur le juge Shore. Merci beaucoup, professeur Pierre Bosset, directeur du département de sciences juridiques. Je ne peux pas vous dire comment je suis content de vous rencontrer au moins de cette façon. Dommage que c'est pendant le temps de COVID que je ne peux pas vous serrer la main, ni vous voir directement, mais on accepte ça pendant ce temps-là et ça me fera vraiment plaisir de vous rencontrer éventuellement. Alors, merci, cher monsieur. J'aimerais également remercier le directeur du centre de placement, M. Pierrick Pujot, et Mme Adèle Remila-Chakim, également coordinatrice de la section au centre de placement, également Mme la doyenne de la faculté, Mme Monique Broder. Et je suis très reconnaissant de savoir également que l'Université du Québec à Montréal a un programme interdisciplinaire. Alors, c'est bien de voir quelqu'un qui est doyenne
de la faculté de sciences juridiques, qui était également la doyenne en éducation auparavant. Alors, ça me fait vraiment plaisir parce que si on peut donner à nos étudiants la possibilité d'élargir les dimensions, il n'y a rien de meilleur de savoir qu'on peut aller et voir des choses en dehors de la boîte et de s'assurer qu'on a des solutions en dehors de la boîte. Et je pense que l'Université du Québec à Montréal est vraiment placée d'une façon où on voit que les étudiants ont eu la possibilité de voir plusieurs dimensions à la fois, plusieurs couches à la fois, et ont la possibilité de vraiment bénéficier de la société. Alors, je vous remercie infiniment. Également, j'aimerais remercier Monsieur le juge en chef Paul Crampton, juge en chef de la Cour fédérale, et parce qu'il nous donne la chance, à vrai dire, de voir en dehors de la boîte et de trouver des solutions en dehors de la boîte. Vous avez parlé des droits autochtones, et il n'y a rien de meilleur que de voir qu'on a adopté même l'histoire orale des Autochtones pour nous assurer qu'on a la possibilité de créer un climat de confiance où on a la possibilité d'utiliser les traditions, les coutumes et la loi autochtone. Et il y a plusieurs tribus, comme vous le savez, à peu près 54 à travers le Canada. Et on est prêt de faire ça pour trouver des solutions, pour s'assurer que la justice soit rendue et qu'on voit la justice d'une façon qui est, je dirais, multipliée par plusieurs dimensions pour nous assurer qu'on voit une dimension qui nous donnera la possibilité de créer un climat de confiance à l'intérieur d'une salle de cours, également à l'intérieur d'une salle de médiation. Et notre salle de médiation peut être même sur le territoire indigène pour nous assurer qu'on donne la possibilité aux autres de se sentir chez eux et chez nous en même temps. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Pierre pour ce mot d'introduction. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Je resalue aussi mes étudiants, mes étudiantes. Je me présente, je suis Sarah Denen, je suis avocate et chargée de cours au département des sciences juridiques. Alors, la conférence aujourd'hui, elle aura un format, comme on l'a dit, un peu particulier. Ça va vraiment prendre la forme d'un échange entre moi et le juge Shore. Et puis, vous aurez à la toute fin l'occasion de poser vos questions. Donc d'échanger aussi, d'échanger avec lui. Donc à la fin de l'échange, il y aura cette opportunité. Je dois dire d'entrée de jeu que je suis extrêmement heureuse d'interviewer le juge Shore parce que j'ai quand même l'impression aujourd'hui qu'on boucle une boucle parce que j'ai été son ancien auxiliaire juridique. Donc j'ai débuté ma carrière à la Cour fédérale du Canada. Et puis, ce qui est encore plus heureux, c'est qu'en fait, on s'est rencontrés à une conférence, alors que j'étais moi-même étudiante il y a bien des années, une conférence semblable. Et puis, comme je l'ai dit, le fait d'avoir été son auxiliaire juridique, je dis toujours, même dans ma pratique actuelle, que j'ai été à la bonne école de droit, c'est clair, j'ai beaucoup appris comme auxiliaire au niveau des notions juridiques, mais je crois que l'enrichissement, il a été encore plus important sur le plan humain. Ce qu'il faut dire, c'est que Monsieur Juchard est quand même un mentor hors pair et ce qu'il dit toujours en fait aussi à ses auxiliaires, c'est je veux pas que vous deveniez des meilleurs, finalement des juristes accomplis. Oui, c'est exact, c'est ce que je veux, mais je veux aussi que vous deveniez les personnes que vous devez devenir. Alors c'est quelqu'un qui croit énormément au mentorat. Alors, monsieur le juge, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté mon invitation. Vous vouliez aussi placer cet échange sous le signe en fait, de l'inspiration et de la motivation. Pour vous, c'est important donc, dans votre rôle de mentorat. Et du coup, quand on réfléchissait aussi au modèle de l'échange, vous étiez très sensible à cette approche finalement d'utiliser aussi votre parcours pour illustrer aussi en fait à quel point les parcours sont différents, mais à quel point ils peuvent aussi être uniques, mais aussi vecteurs de changement. Et je crois que c'est aussi ce signe-là qui nous réunit aujourd'hui. Alors, d'entrée de jeu, je vous proposerai de commencer, puis j'irai finalement avec cette première question. Étant donné finalement l'objectif de cette conférence, finalement, qui est
essaie d'inspirer les étudiants, les étudiantes, puis les personnes aussi qui sont avec nous aujourd'hui. Quels ont été, vous, monsieur le juge, vos modèles d'inspiration? Qu'est-ce qui vous a mené vers le droit? D'accord. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais mentionner que tout ça que je vous dirai, démontrant mon trajet, j'aimerais m'assurer que chacune et chacun des personnes qui nous écoutent aujourd'hui aura la possibilité également de penser des trajets qu'ils aimeraient entreprendre dans leur vie. J'aimerais m'assurer que chaque personne aura la possibilité de viser loin, d'aller au-delà des étoiles, de trouver des nouvelles galaxies. Très important, et de s'assurer qu'il y a une possibilité pour la personne de se voir à l'intérieur d'un portrait d'ici 20 ans, d'ici 30 ans. C'est quoi qui vous donnera la possibilité d'être épanoui entièrement? C'est quoi qui vous donnera la possibilité d'avoir une mission, une raison d'être, de savoir que vous avez quelque chose à aimer, quelque chose à faire et de savoir que vous avez une mission. Et donc, pendant le temps que je vous parlerai, j'aimerais absolument m'assurer que vous également, vous pensez aux gens qui ont fait les mentorats avec vous, vos mentors, les gens qui vous ont influencé. Et donc, j'aimerais vous mentionner une chose qui peut-être pourra vous aider. Il y a un livre par Charles Malay qui s'appelle Les marchés. Et dans ce livre-là, c'est une autobiographie où il n'a pas mentionné même un mot à l'égard de sa personne. Alors, un jour, les journalistes lui ont demandé, mais c'est pas une autobiographie, comment ça se fait? Vous l'appelez une autobiographie. Alors, il a dit, vous n'avez pas compris aux journalistes. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas compris? Parce que moi, je suis formé par chaque personne que j'avais vue dans ma vie, chaque personne qui a passé à travers mon trajet. Et c'est ça qui était essentiel pour moi. Et donc, même ça que j'ai rejeté dans ma vie est important parce que je savais ce que j'accepte. Et donc, selon tout ça que vous allez faire, très, très important de savoir c'est quoi votre parcours, qui va vous influencer et qu'est-ce que vous aimeriez faire pour s'assurer que votre travail, que votre profession n'est pas seulement une profession où vous avez hâte de sortir vendredi soir et de ne pas débiter lundi matin ou dimanche soir d'être en dépression, mais de savoir que vous avez une vocation, que vous aimez ce que vous faites chaque heure et que vous ne vivez pas une vie post-café. Alors, je vous en prie. Merci. Justement, vous, qu'est-ce qui vous a, quelles ont été finalement les personnes qui vous ont inspiré? Alors, ce qui m'a influencé le plus, je dirais, c'est mon grand-père qui était avocat de droit de la personne en Europe avant la Deuxième Guerre mondiale et même il était rédacteur en chef d'un journal à Paris, éventuellement. Un homme très spécial qui m'a démontré qu'on devrait être comme un cristal. Pourquoi comme un cristal? On doit être transparent pour nous assurer qu'on a la possibilité de toujours vouloir créer un climat de justice. Mais pour avoir ça, il faut avoir la possibilité de toujours trouver la vérité. Et pour trouver la vérité, c'est essentiel de réaliser qu'on doit voir d'une façon où on voit absolument tout, d'admettre à nous-mêmes qu'on est subjectif, mais de nous assurer donc qu'on est objectif en admettant notre subjectivité à nous-mêmes. Et c'est là où on peut trouver la vérité. Et troisièmement, c'est là où on a la possibilité de créer un climat de sérénité et de paix. Pour trouver la vérité, on a eu la possibilité de vraiment s'assurer qu'on donne une possibilité aux autres d'être compris. Parce qu'il n'y a rien de pire dans la vie que vivre dans une situation où la personne se sent pas seulement pas compris, mais pas justifié et également pas respecté. Et si on peut faire toutes ces trois choses, on a la possibilité de mener vers la justice. Merci beaucoup. Puis, comme on l'a dit au début, je vais dans les premières questions suivre un peu votre parcours, là, un peu comme ce fil d'Ariane, là, pour justement aller vers les approches que vous avez développées, qui sont particulièrement uniques. Pierre Bossé y a fait référence aussi. Avant d'être juge, vous avez travaillé aux Nations Unies, puis ensuite vous avez été coordonnateur de la preuve en matière de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Comment ces expériences en tant que telles ont marqué votre parcours? Je vous donnerai un exemple de chacun de ces éléments. Et je vous dirai pourquoi. Parce que vous n'allez jamais oublier une image, comme vous n'oubliez pas de tableau à l'intérieur d'un musée, dans une galerie également. Et je vous donnerai deux portraits que j'espère vont vous donner pas seulement la possibilité d'avoir des faits, mais d'avoir des émotions qui vont entourer ces faits. Alors, cette première dimension que j'avais réalisée quand j'étais aux Nations Unies, quand j'ai représenté le Canada aux Nations Unies, il y a
un délégué africain qui m'a approché. Il m'a dit, Monsieur Shore, j'aimerais vous dire, si le Canada n'existerait pas, il faudrait créer le Canada comme modèle pour le monde entier. J'avais dit, pourquoi est-ce que vous dites ça? Parce qu'il a dit, vous êtes un pays bilingue, vous êtes un pays bijuridique, vous êtes un pays également multiculturel et vous avez créé une société où on voit que les droits de la personne sont respectés. Alors, évidemment, il a compris ça dans l'idéal et j'espère qu'on peut devenir ça de plus en plus, toujours. Et il a démontré qu'en vrai, à vrai dire, on devrait être un modèle plutôt qu'une citation au bas de la page. Parce qu'on est un petit pays, mais on peut également devenir un modèle comme exemple aux autres. Et ça, c'est la première chose au niveau des Nations Unies que j'aimerais laisser avec vous. Deuxièmement, quand j'étais en crime de guerre contre l'humanité comme coordinateur de la preuve, je n'oublierai jamais un journal que j'ai retrouvé à Wannsee. C'est là où la solution finale à l'égard de l'Holocauste a été mise en place, mise en vigueur par les nazis. Et j'avais vu un journal d'une mère qui écrivait une description de son enfant quand un nazi a arraché les yeux de son enfant. Et le nazi a dit, ma petite, il y a des yeux qui sont trop belles pour un enfant juif. Alors, tu ne devrais pas avoir des yeux pareils. Alors, il a arraché ses yeux et un an plus tard, évidemment, l'enfant est aveuglé. Après la guerre, l'enfant a eu la possibilité de survivre la guerre avec sa mère. Après la guerre, il y avait plusieurs interventions chirurgicales. Mais l'enfant disait toujours à la mère, elle a écrit ça dans son journal, même à l'âge de 7 ans, l'enfant a dit à sa mère, mais maman, je ne vois pas par mes yeux, je vois par mon cœur. Et je vois comment tu m'aimes. Et j'ai la possibilité quand même de voir le monde entier par les sentiments, par les émotions, par les faits qui sont autour de moi. Et j'ai réalisé une chose, que le Petit Prince avait absolument raison. Il faut voir par l'âme. Et c'est ça qui m'a démontré que malgré toutes les atrocités que j'avais vues à l'intérieur des crimes de guerre contre l'humanité, j'ai réalisé qu'il ne faut jamais oublier notre côté humain. Si on oublie notre côté humain, on ne pourra jamais utiliser la technique des droits. Qu'est-ce que c'est la technique des droits, à vrai dire? C'est la plomberie. C'est savoir qu'on a les éléments comme un architecte pour créer quelque chose, construire quelque chose, mais construire pour quelle raison, de quelle façon, et où est-ce qu'on s'en va avec ça? Et pour ça, on a besoin, je dirais, de notre température éthique qu'on prend, de notre baromètre de la moralité. C'est une notion que vous avez aussi élaborée, vous avez écrit sur cette notion-là aussi dans un de vos ouvrages, puisque le juge est aussi auteur. Vous avez parlé de cette notion du droit comme finalement un instrument et cette finalement importance d'écouter. Ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est qu'avant d'être nommé juge à la Cour fédérale, vous avez d'abord été évidemment commissaire à la CISR. Donc, vous avez été commissaire en matière finalement de détermination du statut de réfugié. Donc, vous étiez le décideur de première instance. Avant d'être investi là, de ce rôle de juge de la Cour fédérale en contrôle judiciaire, vous avez été finalement la première ligne, la personne qui avait l'occasion de voir, d'entendre et d'écouter les personnes qui étaient devant vous. Est-ce que vous pouvez, pour le bénéfice de nos participants et nos participantes, nous relater peut-être une histoire qui vous a marqué là, alors que vous étiez commissaire? Oui, je vous donnerai une histoire où j'ai réalisé qu'il n'y a rien de plus important que d'écouter l'histoire de chaque personne. S'assurer que je vois le récit, que je vois entièrement les tableaux qui est devant moi, qui la personne essaye de me donner par son récit. Et je n'oublierai jamais une personne d'un petit village en Afrique, et je ne vous dirai pas même quel pays, parce qu'il est toujours ici, il est devenu réfugié, on l'a accepté. La première chose qu'il a dit quand il est rentré en salle de cours, il a dit, ça m'est égal si vous allez m'accepter ou non. Mais je suis ici pour seulement une raison. La raison est la suivante. J'aimerais vous raconter l'histoire des personnes de mon tribu. Je suis la dernière personne de mon tribu qui est en vie. Je suis le dernier survivant. Et si je ne vous raconte pas ce qui est arrivé à mon peuple, il n'y a personne qui va savoir ce qui est arrivé. Alors donc, je vous traite, messieurs les commissaires, pas seulement comme commissaire, mais comme archiviste, pour s'assurer que pour les gens qui n'ont pas de tombeau,
qui n'ont pas de monuments, ils auront au moins la possibilité d'avoir leur histoire racontée, leurs récits. Et j'aimerais pas vous parler seulement de la tragédie qui est arrivée. J'aimerais vous parler de leurs espoirs, de leur vie, et j'aimerais vous parler de ce qu'ils auraient voulu faire pour traverser tout ce qui était nécessaire pour créer une meilleure vie pour notre village. Quand on parle de puissance des récits, je pense que c'est vraiment tout un exemple. Puis justement, finalement, quand on regarde votre jurisprudence à la Cour fédérale, vous êtes un juge qui a quand même poussé l'analyse de la preuve en ce qui a trait à la prise en compte de l'état psychologique d'une personne, à la prise en compte de plusieurs formes de trauma, évidemment dans le contexte de la révision judiciaire. Dans l'affaire Abbasova, puis je le rappelle juste pour les participants qui ne seraient pas familiers avec l'histoire, c'était l'histoire d'une revendicatrice, donc d'une femme qui avait été victime de violences conjugales. Et dans cette cause, évidemment, vous avez expliqué en quoi le rapport psychologique est un élément de preuve qui est important, mais vous écrivez dans ce jugement que le système quasi-judiciaire et judiciaire devient la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Plus récemment, il y a l'Institut national de la magistrature qui a sorti un guide sur la justice thérapeutique. Et en fait, vos propos sont cités dans ce guide et vous dites qu'il faut parvenir à la réalisation que la justice est à la loi, ce que la guérison est à la médecine. C'est des mots quand même assez puissants. Donc, quand vous mettez de l'avant ce qu'on appelle la justice thérapeutique. Alors, j'ai envie de vous demander, finalement, quelle est votre définition? Qu'est-ce que c'est pour vous une justice thérapeutique? Alors, je vous remercie, Sarah. Premièrement, j'aimerais dire comment vous me comprenez, comment c'est une symbiose qui est remarquable qu'on a entre nous et j'ai toujours trouvé que vous allez aller très, très loin. Et vous êtes allé très, très loin dans toutes sortes de choses que vous avez fait dans la vie. Et ça démontre le fait que vous comprenez vous-même, vous faites la justice thérapeutique, même dans cette interview-là, pour s'assurer que les étudiants vont comprendre et auront la possibilité de voir au-delà des faits et de voir comment est-ce qu'on peut voir les tableaux entiers. Alors, je vous parlerai maintenant de la justice thérapeutique comme telle et la médiation thérapeutique et donc des jugements thérapeutiques. Pour moi, il faut s'assurer que dans chaque cas qu'on étudie, chaque dossier qu'on a devant nous, chaque cas qui est en cours, on regarde et on cherche pour l'encyclopédie des références de la personne. Dictionnaire des termes également de la personne. Donc, l'encyclopédie des références de qui est cette personne et le dictionnaire des termes de la personne elle-même. Et également une galerie des portraits. Quelle est cette galerie des portraits de la personne qui est devant nous? Quelles sont les images que je devrais insérer dans mon esprit pour comprendre la personne ou pour comprendre la compagnie avec des milliers de personnes? Quelle est la philosophie de la compagnie comme telle? Ou quelle est la composition des gens qui émanent de cette entité? Et quatrièmement, quelle est la musique de fond? Est-ce qu'il y a une cacophonie ou une harmonie à l'intérieur de cette musique de fond de la personne qui est devant moi? Il ne faut pas oublier que les gens sont formés même par les berceuses qui ont entendu de leur mère et de leur père. Très important. Alors donc, l'encyclopédie des références, dictionnaire des termes, galerie des portraits de la personne, l'image qu'ils ont devant eux et également la musique, cette musique de fond. Mais également donc avec ça, pour connaître et comprendre un revendicateur qui nous demande le statut de réfugié, il faut comprendre la crainte, l'anxiété de la personne, l'angoisse. Chacune de ces entités est différente. Crainte, anxiété, angoisse, malheur, dépression, désespoir, colère, irritation et également la célébration et le bonheur de la vie de la personne. Pour vraiment comprendre, pour aller au-delà de l'histoire qui est devant nous, pour comprendre l'histoire derrière l'histoire. Et dernièrement, comment est-ce qu'on fait ça? Et je vous dirai comment, je propose de le faire. Il y a un vieux proverbe asiatique qui dit qu'on doit toujours s'assurer qu'on accompagne la personne. Comment est-ce qu'on accompagne la personne pendant sa discussion, pendant le temps qu'elle nous donne son témoignage? C'est comme des navires qui s'accompagnent au même rythme,
à la même vitesse. Imaginez-vous si vous écoutez Mozart à une vitesse très accélérée. Vous n'aurez pas la possibilité de voir la grandeur de cette musique si vous n'allez pas avoir la possibilité d'aller à la vitesse que Mozart aurait voulu. Donc, des navires qui s'accompagnent. Deuxièmement, refléter comme un miroir les vocabulaires de la personne, pas notre vocabulaire, pour s'assurer qu'on écoute vraiment d'une façon entière, pour nous assurer qu'on ne donne pas un vocabulaire à la personne, mais plutôt qu'on reçoit le vocabulaire pour comprendre la personne et pour demander des questions avec le vocabulaire que la personne sort. Donc, les premières 15 minutes devraient être utilisées pour s'assurer qu'on écoute les vocabulaires de la personne, même en traduction, ce qui est très important. Et troisièmement, donc, des navires qui s'accompagnent. Deuxièmement, refléter comme un miroir. Et troisièmement, pour s'assurer qu'on réponde comme des échos d'une montagne, pour assurer qu'il n'y a rien qui va donner quelque chose qui va être brusque à l'intérieur de l'atmosphère, où on a créé un climat de confiance, où la personne se sent à l'aise pour raconter son histoire. Finalement, ça prend aussi, pour faire de la justice thérapeutique, est-ce que ça prend un intervenant ou un juge thérapeute, hein, quand on vous entend, on a l'impression que c'est aussi un peu ça, mais en fait, je vais aller un petit peu plus loin parce que vous êtes aussi, donc évidemment, vous êtes juge à la Cour fédérale, mais vous avez aussi, dans le cadre de vos fonctions à la Cour fédérale, vous avez eu à agir aussi à titre de médiateur. Puis pourquoi j'aimerais ouvrir cette fenêtre, c'est que, bien évidemment, quand on parle par exemple de demandeurs d'asile, vous avez expliqué évidemment que le récit est ce qu'il y a de plus important. On a doté, en fait, la CISR a été un des organismes administratifs à travers le monde à être une des premières à doter les commissaires de directives, c'est-à-dire d'un cadre de référence qui leur permet d'apprécier certains témoignages de demandeurs en situation de vulnérabilité, qu'on pense aux femmes, qu'on pense aux enfants. Évidemment, on a des outils, mais moi, la question que j'avais envie de vous poser, et je m'adresse aussi aux médiateurs, c'est que vous savez qu'on est dans le cadre d'un cours aussi interdisciplinaire, et donc peut-être pas juste pour les avocats, mais aussi pour les intervenants. Finalement, comment est-ce qu'on fait pour développer cette trousse d'outils qui n'est pas juridique, qui permet finalement aux intervenants et aux décideurs de permettre d'apprécier et de comprendre le récit. Alors, comment est-ce qu'on développe ces outils-là? Alors, premièrement, avant de rentrer même en salle de cours ou avant de débuter une médiation, c'est très important de nous assurer qu'on a lu tout le document. L'ange est dans le détail. En anglais, on dit « the devil is in the details ». Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas un diable qui est dans le détail. C'est l'ange qui est dans le détail. Et ça, c'est primordial. De voir s'il y a un procès verbal qui a eu lieu auparavant, dans des procédures qui ont eu lieu, n'importe quoi que ce soit, pour avoir toutes les informations qu'on pourrait avoir en premier lieu. Mais après ça, il y a une méthode que je développerai. Il faut apprendre à écouter. Pourquoi apprendre à écouter? Parce que chaque fois, ça doit être comme Monet, le peintre, a dit, il faut voir comme pour la première fois chaque fois, pour ne jamais devenir blasé, pour ne jamais se dire, oh, j'ai entendu ça auparavant, j'avais vu ça auparavant. Non, chaque cas est différent. Une personne n'est pas un chiffre. On doit compter chaque personne plutôt que dire qu'on compte des personnes. La personne elle-même compte. Donc, apprendre à écouter en premier lieu. Deuxièmement, apprendre à voir. Voir chaque fois. Comme Monet disait, il était, comme vous savez, aveuglé à la fin de sa vie, mais il a dit qu'il aimerait voir comme pour la première fois chaque fois. Alors, c'est ça qu'on devrait faire. Apprendre à écouter, apprendre à voir et apprendre l'art du silence. L'art du silence est très important. Le silence actif. On écoute la personne. On ne se prépare pas pour dire ce qu'on aimerait dire, mais on attend jusqu'au temps que la personne a terminé entièrement. Malheureusement, le West a une crainte de silence. Très important de savoir qu'on devrait avoir du silence dans une salle de cours. On devrait avoir du silence dans une médiation pour nous assurer qu'on ne prépare pas ce qu'on veut dire avant que la personne a terminé pour écouter tout, pour que l'ange soit dans le détail. Et après ça, il faut s'assurer qu'on réalise que chaque personne a une raison d'être. Et donc, c'est quoi la raison d'être de la personne devant nous? Et dernièrement, il y a un exercice que j'ai créé pour des gens en médiation au début. Et c'est très court. Ça prend seulement 18 minutes. On devrait donner à la personne, chaque partie, 6 minutes à dire exactement ce qu'ils aimeraient dire, sans intervention, sans interrompre la personne. 6 minutes entières
C'est incroyable ce qu'on peut dire dans 6 minutes et donner la possibilité à l'autre personne d'avoir les mêmes 6 minutes plus tard et d'écouter entièrement, pas une interruption, dit tout, rien à interrompre. Et troisièmement, d'avoir un dialogue pour 6 minutes. Ces 18 minutes vont être monumentales. D'ailleurs, j'essayais de faire ça avec des gens avec qui je travaille. Et il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais eu une meilleure conversation entre époux et épouse pendant 20 ans, 25 ans de leur mariage. D'avoir 6 minutes avec la personne au début, qu'on dit tout ça qu'on aimerait dire, l'autre personne dit tout ça qu'elle aimerait dire pendant 6 minutes. Et après ça, il y a un dialogue qui a lieu pendant 6 minutes. Et donc, ce n'est pas un monologue qui a lieu, mais un vrai dialogue où on réalise que la personne qui est devant nous n'est pas un objet, mais un sujet. Et on traite la personne comme un sujet. Oui, et puis finalement, ce que je comprends aussi dans ce que vous venez de dire, c'est à quel point c'est aussi c'est un apprentissage, en fait. On est capable de le faire. En fait, il y a une différence entre la théorie puis la pratique, puis comment on devient un praticien ou une praticienne qui écoute. Vous avez touché à l'exercice en matière de médiation qui est possible de faire. C'est vrai que qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut entendre en 6 minutes, en fait. J'aimerais bien vous demander, finalement, dans toutes les causes de médiation que vous avez, finalement, que vous avez pu agir, si on se projette dans le futur, est-ce qu'il y a une cause en particulier, aussi difficile soit-elle, à laquelle vous aimeriez mettre vos talents de médiateur finalement pour servir cette cause-là? Alors, premièrement, avant de faire ça, j'aimerais juste vous dire que d'être premièrement la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Et je pense que ça, c'est très important, de comprendre les soupirs de quelqu'un même. Je dirais également les cris silencieux, des cris qui est freinés, qui est étouffés. Et je pense que quand on pense à la médiation, il n'y a rien de plus important que de nous assurer qu'on a écouté chaque voix, même les voix qui n'ont pas eu la possibilité de se faire dévoiler, de se faire entendre. Donc, n'oubliez jamais les cris silencieux et n'oubliez jamais les soupirs de quelqu'un pour vraiment comprendre la personne. Maintenant, quelle médiation que j'aimerais entreprendre? J'ai un projet pour la Cour fédérale qui a été accepté d'ailleurs, où j'aimerais choisir, et déjà d'ailleurs cet effet, il y a une organisation qui me prépare ça, où j'aimerais avoir 6 Israéliens et 6 Palestiniens qui auront la possibilité de s'asseoir avec moi et devenir ce qu'on appelle en anglais foot mediators, comme foot doctors, comme on a, qui vont aller dans différents villages, auront la possibilité de démontrer des dialogues culturels, comprendre la manière de penser de chacune de ces deux entités pour que les gens se comprennent. Il n'y a rien de plus beau que dernièrement ce qu'on a entendu au sujet des accords d'Abraham, de réaliser que les gens de la même famille, on est tous de la même famille. Il n'y a personne sur cette planète qui est plus éloigné que votre 27e cousin. Il n'y a personne nulle part sur cette planète qui est plus éloigné que votre 27e cousin. Donc, comment est-ce qu'on peut nous assurer qu'on a la possibilité de remettre la famille, d'avoir la possibilité de créer un climat de confiance pour que cette famille réalisera la nécessité pour cette petite planète, ce petit village en espace, de créer un climat où on est propice pour avoir un dialogue, où on pourra mettre des guerres de côté, comme entre les Palestiniens et les Israéliens, et également, éventuellement, ce que j'aimerais faire, et j'ai débuté des éléments pour ça également, en Inde, entre les hindous et les musulmans. On suivra avec attention ce projet-là, j'en suis sûre. Vous avez été cité par la Cour suprême dans des causes en propriété intellectuelle, avec l'affaire Plavix ou la question de la compétence fédérale, provinciale, avec le pont entre Détroit et Windsor. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais m'attarder un petit peu plus à une cause en particulier qui peut-être aussi rassemble nos passions communes. Vous avez, en fait, vos propos dans votre arrêt, Kim, ont été cités dans l'arrêt de la Cour suprême Kantasemi. Cet arrêt-là, il a été important parce que, finalement, pour la première fois, puis là, on citait aussi vos propos en disant que l'octroi d'une résidence permanente
décision discrétionnaire de le faire, ce qui ne justifierait pas une dispense dans le cas d'un adulte pourrait néanmoins le justifier dans le cas d'un enfant. C'est sûr que même moi, à titre d'avocate qui est aussi une spécialisation en matière des droits de l'enfant, je trouve que c'est une victoire pour les droits de l'enfant dans le contexte de l'immigration. J'aimerais bien savoir finalement, à la lumière aussi de votre parcours, quel regard vous portez sur la situation particulière des enfants. Vous avez parlé notamment du silence. J'aimerais bien vous entendre un petit peu là-dessus aussi. Avec plaisir. Il faut réaliser que chaque enfant, dès l'âge de 7 ans au moins, devrait être entendu, devrait être écouté d'une façon très, très profonde pour le désir de l'enfant, mais également pour les intérêts de l'enfant, d'être alerte aux intérêts de l'enfant. Et vous avez travaillé vous-même sur votre thèse de maîtrise sur Janusz Korczak. Et l'idée de s'assurer que chaque enfant aura la possibilité de réaliser ce que deviendra de cet enfant au niveau d'adulte. Et sachant qu'on donne la possibilité à l'enfant d'avoir les potentiels, de se développer de la façon que ses talents lui ont été rendus pour qu'il donne la possibilité aux autres de relier des éléments où il aura la possibilité d'approcher les autres et les autres auront approché l'enfant, où l'enfant aura la possibilité de contribuer à la société. Mais on voit déjà, même à un très, très jeune âge, que l'enfant a des talents, l'enfant a des qualités. Il ne faut jamais oublier ça. Mais pour développer ces qualités, pour développer ces talents, il ne faut jamais oublier, est-ce qu'on a vraiment réussi à protéger, à sécuriser les intérêts de l'enfant pour s'assurer que l'enfance de cet enfant soit sécure et que l'enfant soit sain et sauf. Ça, c'est notre responsabilité en première, je dirais, en premier comme tel, parce qu'on n'a pas le droit de mettre de côté la voix des enfants. On n'a pas le droit également de ne pas nous assurer que les enfants dans notre société ne vont pas être sécurisés. Et ça devrait d'ailleurs être une préoccupation, une fixation majeure de la société au niveau de l'éducation, au niveau des soins et au niveau de l'écoute active qui va donner la possibilité aux enfants de développer leurs talents, pas seulement d'une façon où l'éducation aimerait leur donner quelque chose, mais également de savoir qu'est-ce que l'enfant pourrait développer qu'on pourra lui donner. Très souvent, les enfants sont traités d'une façon, je dirais, très générale, au lieu de voir chaque enfant comme un individu, comme on fait avec des adultes. Et on ne peut pas nous séparer l'idée de l'enfant et de ses talents, de son caractère, de sa personnalité particulière. Je pense que c'est l'enjeu aussi de tous les défenseurs des droits des enfants, comment les reconnaître comme acteurs aussi dans leur propre, dans les causes qui les intéressent ou qui sont les leurs. Je crois que ça, c'est aussi toute une bataille. Mais c'est vrai que Janusz Korczak l'avait compris bien assez tôt. On a parlé finalement de l'importance puis de la richesse des parcours, puis de la trajectoire personnelle aussi, puis de finalement aussi devenir son propre instrument de changement. Comme je suis une avocate racisée, donc je ne peux pas m'empêcher quand même de soulever la question qui finalement soulève encore, qui finalement fait couler énormément d'encre, mais la question de la représentativité. Alors, on parle d'une profession, je parle pour le domaine que je connais plus particulièrement, qui doit être inclusive et représentative. Donc, des communautés racisées et des autres groupes minoritaires, mais c'est quelque chose qui reste problématique. Et le constat, il est quand même très flagrant quand on parle de la magistrature aussi. Alors, est-ce que finalement, il y a eu énormément d'appels pour avoir une magistrature qui soit peut-être plus représentative? Je me demandais quel était votre regard sur cette question-là. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. On est très chanceux. On avait un juge qui s'appelait le juge Mandelman, Tony Mandelman, qui était chez nous auparavant. Il a pris sa retraite maintenant, un autochtone qui a compris la situation. C'était un autochtone d'ailleurs qui a développé toutes sortes de talents très spéciaux. Pas seulement son père était autochtone,
mais sa mère était survivante d'Auschwitz. Alors, il a développé toutes sortes de choses pour démontrer comment on doit comprendre les gens de sa façon. On a maintenant le juge Favel, également, qui est autochtone, mais comme vous dites, on a un chemin à faire pour nous assurer qu'il y a une représentation qui démontre la société canadienne de plus en plus. La société québécoise, au niveau des cours de la province de Québec, la société également canadienne à travers le Canada. Et ce qui est primordial, c'est de ne pas oublier qu'on peut avoir une société entièrement bilingue, entièrement bijuridique, mais on ne devrait jamais oublier l'élément multiculturel du Canada qui nous donne la richesse, même qui ajoute à la richesse de cette culture bijuridique, de cette culture biculturelle. Ça, c'est notre force. Et n'oubliez jamais ce que je vous ai dit au début à l'égard de ce délégué africain qui m'a dit que si Canada n'existerait pas, il faudrait le créer comme modèle, comme exemple. Est-ce qu'on veut vraiment être un modèle ou une citation au bas de la page? Et on a un juge qui s'appelle Shirzad Ahmed. Vous avez lu son discours d'ailleurs dernièrement où il a parlé de la représentation nécessaire à l'intérieur de nos cours. Et j'espère que peut-être si les étudiants sont intéressés, ils auront la possibilité de lire son discours qui donne vraiment un aperçu très important pour la société canadienne. En plus de ça, quand je vous ai parlé, par exemple, des enfants, n'oubliez pas que les adultes qui deviennent juges, on leur a dit un jour, vous pouvez devenir n'importe quoi. Alors donc, est-ce qu'on a entendu leur voix? Est-ce qu'on a entendu leur soupir? Ou est-ce qu'on a freiné leur voix? Ou est-ce qu'on a étouffé leur voix? Pour qu'une personne siège éventuellement comme adulte, il faudra comprendre l'enfant qui deviendra adulte et qui a des espoirs. Et c'est seulement là où on aura la possibilité de dire à un enfant, tu pourras devenir n'importe quoi, mon cher ou ma chère, un jour. Donnons à nos enfants la possibilité de devenir ce qu'ils pourraient devenir pour enrichir notre pays. Merci pour ce message. Et puis, on postera les liens aussi que vous avez fait référence pour chacun puisse aller voir aussi prendre connaissance de ce que vous avez mentionné. L'idée de donner cette voix aux enfants, en fait, plutôt à l'écouter, hein, parce qu'ils ont déjà leur voix en leur propre, mais vous avez aussi donné la voix à des protagonistes d'œuvres littéraires. Et ça, c'est quelque chose qui est très particulier. Pierre Bossé en a parlé au début, puis j'ai eu l'occasion de travailler avec vous sur certains textes aussi. Donc, c'est des jugements fictifs, mais qui s'inspirent d'œuvres littéraires et vous appliquez le droit à ces faits finalement issus de la littérature. Le plus récent que vous avez rédigé avec votre auxiliaire juridique, Maître Dionne, concerne le cas de Bernard Rieux, qui est le protagoniste, donc médecin de La Peste d'Albert Camus, et qui lui va revendiquer le statut de réfugié. Il sera mis en ligne demain, donc les gens pourront le regarder. Mais vous êtes juge, vous êtes écrivain aussi à vos heures, puis là, avec ces exercices d'apprentissage, hein, vous ralliez ces deux passions. Mais pourquoi est-ce que c'est important pour vous de mettre justement la littérature au service du droit ou le droit au service de la littérature? Je vous remercie. C'est parce que chaque personne est composée de plusieurs récits. Un récit qui est essentiel pour comprendre, je dirais, l'identité de la personne, l'essence de la personne. Et donc, pour moi, il n'y a rien de plus important que le récit parce que c'est l'histoire de la personne qui nous donne la possibilité de connaître la personne. Et ce n'est pas en étudiant les droits, simplement, les droits, ça donne une solution, ça donne une possibilité de créer quelque chose pour la personne. Mais pour savoir comment appliquer le droit, il faut savoir c'est quoi l'histoire de la personne. Et pour connaître l'histoire de la personne, donc, on a la possibilité de connaître ses émotions et les faits qui entourent sa vie. Et il ne faut jamais oublier que Alphonse Daudet, par exemple, dans son œuvre, cette vignette qu'il a écrite, qui s'appelle « La dernière classe », on voit différents points de vue. Et dans ces différents points de vue, on a la possibilité de voir un vieillard, un professeur, un enfant, de voir toujours les différents points de vue d'une personne. La même chose avec Ernest Hemingway. Si vous avez la chance, c'est sur l'Internet, l'histoire d'Alphonse Daudet, La dernière classe, et regardez, c'est seulement 2 ou 3 pages, et regardez également
Ernest Hemingway, qui a écrit une histoire courte également, une vignette, qui est d'ailleurs traduite en français, qui s'appelle A Clean, Well-Lighted Place. Pas well-lit, mais A Clean, Well-Lighted Place, où on voit également 3 personnes, différents points de vue, pour connaître l'histoire de chacun. On ne peut pas, à vrai dire, solutionner un cas. On ne peut pas rendre un jugement. On ne peut pas avoir une médiation, on a un règlement, sans connaître les histoires qui sont devant nous pour s'assurer qu'on a la possibilité de donner une solution qui donnera la possibilité, une certaine sérénité. Et là, on peut retourner à la justice thérapeutique. C'est la justice thérapeutique en comprenant l'histoire. Pourquoi est-ce que pendant notre enfance, on attend des histoires qui nous sont racontées? Parce que c'est là qu'on apprend, je dirais, les températures d'éthique et le baromètre de la moralité. Mais également, on a la possibilité de voir des images qui vont jamais sortir de notre âme. Et on n'oublie jamais les histoires qu'on a entendues parce que ça devient notre histoire. Et c'est très intéressant. En anglais, d'ailleurs, je dis souvent « his history », ça peut être « her history ». « History », c'est histoire, évidemment. Mais on peut dire « his story ». Chaque histoire devient notre histoire. Chaque histoire qu'on a entendue devient quelque chose qui nous appartient. Donc, on a un sens d'appartenance. Est-ce qu'on donne un sens d'appartenance à la personne par son histoire? C'est ça que la littérature fait. Donc, par Les Petits Princes, par Janusz Korczak, par les choses que vous avez faites. Et j'aimerais que vous discutiez également ce que votre trajet vous a démontré à l'intérieur de ce que vous avez fait pour quelques instants, quelques minutes même. Je serais vraiment reconnaissant parce que vous avez tant à partager avec des étudiants, tant à donner et tant à contribuer. Merci. Oui, c'est vrai, effectivement, j'ai pu travailler sur certains de ces textes. Puis, on a coécrit ensemble aussi les Misérables. Donc, dans ces histoires-là, finalement, ce qui est assez remarquable, c'est qu'on permet finalement, je pense même du point de vue de l'avocate que je suis devenue, on écrit une décision qui est au service de causes fictives, mais réalistes dans leur rapport à la détresse, à la douleur ou bien à l'injustice. Puis finalement, on peut écrire la décision idéale. Et ça, c'est quand même assez valorisant de pouvoir le faire. Puis, c'est sûr que si on prend Sherazade aussi, sur laquelle on a travaillé ensemble, c'est des femmes finalement, ces histoires-là illustrent des histoires de femmes qui ne sont pas forcément nommées, qui ne sont pas forcément défendues, mais combien y a-t-il de Fantine encore aujourd'hui donc, on a la possibilité de vraiment appliquer le droit à des causes, puis à vraiment essayer de comprendre c'est quoi la détresse, mais c'est quoi aussi la force et la résilience de ces femmes-là, pour lesquelles il y a tellement de ratés, tellement de problèmes d'accès à la justice, et finalement de pouvoir alors concrètement parler d'idéaux à atteindre est un exercice qui motive. Mais ce que je dirais, c'est qu'au-delà de ça, au niveau de l'exercice d'apprentissage, c'est pas juste idéaliste, ça démontre aussi que le droit peut être un instrument assez puissant de changement, que c'est pas une finalité en soi. C'est sûr que j'invite les participants et les participantes à aller regarder ces textes-là dont on parle. On va s'assurer de pouvoir mettre le lien du site web où ils sont regroupés pour qu'ils se fassent aussi leur propre idée. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans ces cas d'apprentissage, il y a également une référence à des causes de jurisprudence, évidemment, qui sont applicables encore. Donc, ça permet de faire aussi un exercice intéressant là, au niveau des notions juridiques. Mais je dirais que l'histoire et le récit prennent vraiment toute sa place. C'est vraiment très intéressant. Puis justement, avec la peste, qu'est-ce que vous souhaitiez Je suis très reconnaissant que vous me demandez ça. Premièrement, c'est Maître Benjamin Dionne qui a travaillé avec moi sur ces cas. Et donc, j'espère que c'est lui qui va se prononcer sur ça l'année prochaine à l'Université du Québec à Montréal. Malheureusement, cette année, ce n'était pas possible pour lui, mais il va être là. Et donc, j'aimerais pas prendre la parole où il va vous divulguer exactement la façon qu'on a travaillé sur ça. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est comme vous avez mentionné vous-même, toutes les causes classiques, toute la jurisprudence classique, et dans chacun de ces cas d'enseignement, dans ces instruments d'enseignement, tous ces cas dans ces jugements d'enseignement démontrent qu'on peut insérer la loi, qu'on ne commence pas avec la loi, on ne commence pas avec le droit. Premièrement, on doit étudier l'histoire pour savoir où on insère des éléments de droit. Et on a des éléments qui sont essentiels, donc,
et notre notion de la jurisprudence, de la loi. Parce que qu'est-ce qu'un juge fait, à vrai dire? Un juge a seulement une juridiction au niveau de l'interprétation de la loi. Il y a 3 branches du gouvernement. La première branche, évidemment, la branche exécutive qui décide la politique avec un petit p, la branche législative qui, évidemment, légifère, et un juge interprète. Alors, on ne doit jamais oublier qu'on doit connaître les droits au bout de notre droit. Et on doit également donc connaître la jurisprudence au bout de notre droit également. Et pour ça, je vais juste demander aux personnes de fermer leur micro parce que en fait on entend tout ce qui est dit. Alors juste demander aux personnes qui viennent se joindre de fermer son micro. Désolé monsieur le juge, je vous en prie. Alors il faut absolument s'assurer qu'on connaît les droits. Et ça c'est primordial. Et là, on insère les causes classiques. Vous allez voir dans les 14 cas, on a à peu près 14 cas que vous aurez, non, 9 cas pour l'instant, mais vous aurez tous ces cas-là éventuellement, également les autres. Par exemple, même dans Darth Vader, où on a la possibilité, vous avez vu tout Star Wars, Star Trek et tout ça, et vous allez voir que l'obéissance aux ordres supérieurs n'est pas une défense en droit international. Et on a tous les éléments de droit international là. Et la même chose avec chacun. Scheherazade, la vulnérabilité de la femme, la fragilité, comme vous avez mentionné, avec les lois qui sont très importantes pour s'assurer que la femme ne soit pas abusée. Et ça se développe. Mais je pense que vous avez assez des éléments. Vous allez voir les instruments d'enseignement vous-même sur votre site web demain. D'accord. Merci beaucoup. Puis évidemment, on s'assurera d'avoir les références. On arrive à la fin de l'échange. J'aimerais quand même vous poser une dernière question avant d'ouvrir la discussion à toutes et à tous. On vit une crise sans précédent. Puis d'ailleurs, juste pour faire une parenthèse, la peste est aussi intéressante à un autre point de vue. L'exercice d'apprentissage qui va être mis en ligne demain, c'est que finalement, ça montre aussi à quel point il faut écouter les médecins quand ils ont quelque chose à dire, puis les experts. Alors, je crois qu'il y a aussi quelque chose de très actuel dans la peste. C'est sûr que là, en ce moment, monsieur le juge, on vit une crise sanitaire qui est sans précédent. On s'accorde pour dire qu'elle exacerbe les inégalités. C'est également difficile sur le moral. On a aussi des étudiants et des étudiantes qui sont avec nous aujourd'hui, qui suivent leurs cours depuis de nombreux mois en ligne. Donc, ça fait partie, ce sont des courageux aussi à leur manière. Ce qui m'a frappé dans l'échange qu'on a eu, c'est sûr que c'est que vous êtes encore animé là, par ce feu sacré. Vous avez toujours cette passion d'essayer de vous dépasser chaque jour. C'est sûr qu'on en a besoin. C'est clair qu'on est aussi dans un temps où c'est difficile, même pour les professionnels, de garder ce feu sacré, d'être toujours passionné. Puis j'aimerais finalement terminer notre échange un peu sur cette question-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous gardez votre motivation? Avez-vous des conseils pour entretenir ce feu sacré? Oui, dans cette crise sans précédent, mais même tout au long de la vie. Très important ce que vous dites. Je pense que quand on voit quelqu'un comme le Dr Rio, comme vous avez mentionné, et j'aimerais juste dire une phrase, que quand on n'écoute pas des gens qui aimeraient dire des choses où ils sont spécialisés, c'était une tragédie. De la même façon que quand on n'écoute pas un architecte au niveau d'un pont qui pourrait créer un désastre si on ne voit pas exactement ce que l'architecte aimerait faire au niveau des ponts qui va être sécure pour la population. La même chose avec n'importe quelle situation où les médecins devraient parler, comme le docteur Rio à l'intérieur de La peste d'Albert Camus. Et pourquoi est-ce que je mentionne ça? Parce que ça fait partie de notre mission, de s'en faire pour la société, d'avoir une mission. Notre mission est plus importante que la désignation, que le titre qu'on possède. Si on a la mission, on a confiance en nous-mêmes. Si on pense à notre titre, à notre désignation, au fait qu'on est quelqu'un, on n'est pas quelqu'un. On a une mission et là, on est quelqu'un pour s'assurer qu'on poursuit notre mission, qu'on a la possibilité de nous assurer qu'on vit notre mission. Maintenant, comment est-ce qu'on garde ce fait sacré? Ça prend un travail continuel, sans cesse. On ne peut pas, c'est-à-dire on ne se réveille pas le matin, « Oh, j'ai ma mission, tout de suite ». Non, on réalise pour quelle raison est-ce que je suis en vie. Quelqu'un a aimé, donc, quelque chose à faire et avoir une raison d'être. Pour quelle raison est-ce que ma grand-mère disait toujours encore des pommes de terre à manger ou encore quelque chose à manger? Non,
Est-ce que c'est ça notre vie pour manger encore une journée? C'est quoi notre mission pour avoir un épanouissement? Pour nous assurer que oui, on avait une vie profonde aujourd'hui également comme hier et que demain, ça va être également profond parce qu'on a donné quelque chose de nous-mêmes pour contribuer à la société. On a seulement le fait sacré quand on donne quelque chose aux autres. Quand on se réveille, on dit, moi, j'ai une raison d'être parce que j'ai une mission qui va donner la possibilité aux autres de briller, d'avoir la possibilité d'être éclairé, d'avoir la possibilité d'être compris, d'avoir la possibilité de rendre la justice où les gens vont se considérer en sécurité pour notre profession, pour notre vocation au moins. Alors, n'oubliez jamais qu'il n'y a rien de pire que vivre une vie où on est si content que c'est vendredi soir, comme je vous ai dit au début, ou déplorer le fait que ce dimanche soir, on doit recommencer lundi matin. Si on ne voit pas notre mission devant tout, là, on n'aura jamais la possibilité. On va vivre un calendrier où on met des croches sur chaque date au lieu de nous assurer que chaque journée est une aventure qui est différente, qui nous donne la possibilité de nous épanouir encore plus et de comprendre plus et de donner plus. Et ça, c'est la mission sacrée. Merci pour ces mots. Puis effectivement, là, comment se projeter dans ça, ne pas oublier sa mission finalement, mais même dans cette crise sans précédent. Mais merci beaucoup pour ces mots. Donc, je pense que aussi les participants et les participantes ont pu voir un peu de ce dont on peut bénéficier aussi quand on a l'occasion de travailler avec vous. Là. Donc, ça illustre ce que je disais au début. Là, vous êtes aussi un mentor hors pair. Alors, ce que je proposerais maintenant, monsieur le juge, c'est d'ouvrir la période finalement de questions. Juste peut-être par souci, finalement, si vous êtes à l'aise d'ouvrir votre caméra pour finalement permettre d'échanger aussi directement avec le juge et d'ouvrir votre micro. Ça permettrait là, de rendre l'échange peut-être humain aussi, même en étant en virtuel, si c'est possible pour vous, bien entendu. Ça serait très beau de voir vos visages quand vous allez demander vos questions. Bonsoir, monsieur le juge. J'ai une petite question à vous poser. Mon nom, c'est Janine Amorin. Bonsoir, madame. Je vous en prie. Oui, est-ce que les droits comparés, on peut l'utiliser pour annuler un jugement en droit de l'immigration? Est-ce que vous pourriez répéter votre question? Je ne vous ai pas entendu. Est-ce que les droits comparés, oui, on peut l'utiliser en droit de l'immigration pour annuler un jugement? C'est-à-dire, j'aimerais vous dire, ça dépend. Il faut voir, est-ce que cette loi a été mise en vigueur au Canada également? Est-ce que c'est une loi qui est acceptée comme telle par nos cours? Donc, j'ai parlé de la jurisprudence auparavant. Et est-ce que cette loi a été donc mise à l'intérieur de nos textes des droits comme telle par les législateurs? Puis je dois aussi mentionner peut-être... Merci beaucoup pour la question. Je m'excuse, je vais juste mentionner aussi, je ne l'ai pas dit au début, mais le juge a évidemment un devoir de réserve. Donc, c'est clair qu'il ne pourra pas commenter les décisions qui sont en ce moment pendantes devant la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale. Donc, juste faire cette petite parenthèse. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais juste rappeler cet élément. Sarah, est-ce que je peux y aller? Oui, oui. Là, je ne t'avais pas vu. Bonjour, Sarah. Oui, bonjour, ça va bien? Bonjour, monsieur le juge. Bonsoir, chère madame. Bonsoir, vous allez bien? Bien, merci. Donc, je vois des étudiants, j'aimerais vous dire que je me sens beaucoup plus jeune. Je suis rajeuni. Mais quand je vois également, j'aimerais vous dire que je suis rajeuni également. Parce que j'aimerais vous dire que je suis plus jeune que moi. Ouais, mais écoutez, peut-être là j'ai l'air jeune, mais je suis quand même un peu vieille là. Mais c'est le froid qui fait cet effet-là. Une Africaine qui vit sous moins 50, ça fait cet effet. Ça, je peux vous le dire. Vous dire c'est un compliment. C'est un compliment. Alors, merci beaucoup. Merci Sarah de nous avoir permis de vous entendre ce soir. Quand elle m'a parlé de cette conférence, j'étais très, très contente parce que j'ai entendu parler du juge Shor. Mon nom est Jainaba Ndiaye. Je suis nouvellement professeur de droit au département. Donc, j'ai rejoint le département de sciences juridiques au mois de juillet. Alors, et j'ai mon groupe d'ailleurs, la plupart de mes étudiants sont inscrits à cette activité, à cette belle conférence. Donc, je les ai
conviés. J'ai même prévu de leur donner un point bonus là, pour leur participation. Donc, à tel point que c'est important de vous entendre. Moi, j'aimerais juste revenir, pour ne pas monopoliser la parole, sur un fait. Dans toutes les réponses que vous avez données ce soir, il y a un mot qui me revient, c'est l'humain. Et un autre qui revient, c'est le récit. Et Oui. ça, quand Sarah vous a demandé ce qui vous a inspiré, vous avez donné l'exemple de vos parents. Et moi, je m'identifie exactement comme peut-être la plupart des étudiants ou des étudiantes qui sont ici ou des autres participants ou les participantes qui sont ici présents. Mais moi, il y a quelque chose que peut-être vous gardez pour vous-même, là, et vous avez le droit de le garder. Mais moi, ce que je vois, c'est un être humain, tout court. Un être humain qui utilise les outils comme le droit, ses différents emplois comme juge, comme médiateur, qu'importe, pour changer les choses, pour améliorer les conditions de vie des humains, des hommes, des femmes, des enfants. Et c'est ça qui me fait dire que, quels que soient les projets que vous avez, je suis pas mal convaincue qu'on a besoin de vous quelque part ailleurs, surtout là où on prend des décisions en lien avec des politiques migratoires. Des politiques migratoires, que ce soit au niveau du Canada, que ce soit au-delà du Canada, au niveau de l'Union européenne et dans certains espaces, quand il s'agit de réglementer le droit d'asile, de réglementer le droit d'immigrer ou le droit d'entrer dans tel ou tel territoire. Je pense que ce discours-là, les étudiants en ont besoin, mais je pense qu'il y a des individus qui doivent faire un cours obligatoire avec vous pour pouvoir concrétiser ce qu'on est en train, nous autres, d'enseigner, c'est le droit de l'immigration, le contexte, le cadre législatif, la jurisprudence, son application par les juges, etc. Donc, et je tenais vraiment à vous remercier. Je n'ai pas de questions particulières. Je tenais vraiment à vous remercier et vous dire que j'ai beaucoup entendu parler de vous. C'est la première fois que je vous écoute et je suis pas mal convaincue que ce ne sera pas la dernière fois. En tout cas, ça me fera plaisir quand la COVID tout ça, on passera au travers de voir une autre façon de m'abreuver de ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, c'est très... Ça me fera vraiment plaisir et j'aimerais vous dire, vous avez absolument raison. On doit s'assurer que personne est sans coin du monde. Chaque personne devrait avoir un sens d'appartenance. On ne devrait jamais penser aux personnes. On ne devrait jamais avoir une situation où on aura des étrangers sur la terre. Il n'y a aucun étranger sur cette terre. Peut-être passer à Radou, je pense que tu avais une question. Oui, en effet. Vous m'entendez bien? Oui, je vous en prie. Donc, en premier lieu, évidemment, je veux vous remercier aussi d'être venu. C'est vraiment très inspirant comme conférence. J'ai parlé avec quelques collègues, eux aussi sont extrêmement inspirés. Donc, je vous remercie extrêmement beaucoup pour ça. Et ma question, en fait, c'est, vous parlez de garder le feu de la passion et le fil directeur à travers sa carrière, à travers les années, mais il y a une chose que je n'ai peut-être pas comprise, ou du moins, je l'ai pas entendue dans ce que vous expliquiez, c'est vraiment comment on fait pour vivre certaines défaites. Je veux dire, évidemment, tôt ou tard, on sera arrivé court dans un dossier, on aura raté quelque chose, ou il y aura une personne que l'on voulait vraiment faire garder au Canada, par exemple, et on ne va pas réussir. Comment est-ce que vous vivez ce genre de choses? Moi, je vous demande en tant qu'éventuel futur avocat en immigration, donc ça m'intéresse extrêmement beaucoup. Très intéressant ce que vous demandez parce que je me suis souvent demandé cette question quand j'étais plus jeune et je me demande cette question encore aujourd'hui. Et je pense que chaque faillite qu'on a, chaque fois qu'on n'est pas compris, chaque fois qu'on voit l'injustice, on a évidemment ce trajet où on tombe, mais il faut s'élever. Et la seule manière de s'élever, de ne se pas voir que comme un être humain, mais de se voir comme une personne qui a une mission qui doit continuer. C'est un peu comme un soldat que malgré tout ne doit pas du tout se dire « je me soumets ». On ne devrait jamais se soumettre à un état de dépression. C'est un travail énorme de nous assurer qu'on réalise que notre mission est plus forte, plus importante que nous. Parce que quand on ne sera plus là, notre mission va être toujours là. C'est comme l'amour. L'amour va être toujours là. L'amour est la colle qui, d'ailleurs, je dirais, entoure le monde entier et qui garde le monde entier ensemble. De même, je dirais,
l'univers, le cosmos comme tel. Mais notre mission fait partie de l'amour pour l'humanité, l'amour pour s'assurer que ce qu'on fait doit être l'élément, je dirais, l'animus et l'anima qui revient de nous, est l'élément moteur de tout ça qu'on fait. Mais si on pense qu'on n'est que notre mission et qu'on a confiance dans la mission, on ne va jamais perdre confiance en nous-mêmes. On peut nous-mêmes tomber, mais notre mission ne tombe jamais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous souhaite que votre mission soit réalisée chaque fois. Merci, mais sur une longue carrière, il faut se préparer à tout. Oui, oui. Et d'ailleurs, votre mission va toujours réussir si vous allez toujours penser au fait que vous êtes la mission et vous n'êtes pas les professionnels ou les titres que vous possédez. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il y a aussi des... Oui, j'aurais une question, si jamais je peux me permettre. Je vous en prie, madame. Oui, bonjour. Marie. Bonjour. Donc, je suis très heureuse d'être présente dans votre conférence. Et justement, je décris toujours le droit comme une espèce d'antithèse parce qu'on le décrit comme un monde froid, mais en même temps, on doit être humain. Fait que je trouve ça très pertinent et très intéressant de rencontrer justement un juge qui met de l'avant cette sphère-là qui est souvent oubliée dans ce monde qu'on dit froid. Donc, laissez-moi vous dire qu'en tant qu'étudiante justement en pleine pandémie, avec tous ces nombreux défis, je trouve que vous, en tout cas pour moi, vous me redonnez beaucoup d'espoir en la justice, puis surtout le fait qu'on a un accès privilégié envers vous. Je trouve ça très, très intéressant que vous accordiez un grand espace à l'humain en général qui tente à être oublié dans cette carrière. Donc, très, très intéressant et très pertinent. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, je vous réfère à un livre que j'avais écrit sur l'Internet qui s'appelle The Tempest, la tempête. Et là, je parle du fait qu'on doit toujours, pour être humain, il faut toujours prendre, comme j'avais dit auparavant, notre température éthique et notre baromètre de la moralité. Et il y a des histoires, d'ailleurs, c'est Pierre Elliott Trudeau qui a écrit l'introduction à ce livre-là que vous aurez à l'intérieur du site qui va vous être, le lien qui va vous être donné demain. Marie, je vois que tu avais levé la main aussi. Ben, vous entendre? Marie, oui. On ne t'entend pas. Non. Okay. Là, oui. À vous entendre, en fait, on réalise que vous avez une approche vraiment humaine. Puis, je me demande, en fait, si il y a une dynamique interne peut-être par rapport aux lois ou aux individus contre laquelle vous devez, dans un sens, vous battre pour imposer ou pour mettre cette perspective plus humaine dans votre pratique? Je pense que ça prend, j'aimerais vous dire, au début de notre carrière, une force qui est très importante et c'est la force de dire non à certaines choses. De dire qu'on ne va pas représenter des personnes avec des mensonges, qu'on ne va jamais démontrer un côté qui va simplement gagner, mais plutôt de savoir qu'on est là pour expliquer, pour s'assurer qu'on comprend, pour s'assurer qu'on donne tous les renseignements qu'on peut d'une façon honnête. Ça prend toute une vie de développer une carrière et une couronne d'un bon nom. Ça prend un instant de perdre notre bon nom et donc de ne pas avoir la possibilité de faire ce qu'on aimerait faire. Alors, ça, c'est très important. Et oui, en effet, j'aimerais vous dire, ça prend du courage de dire non. Au début de ma carrière, j'avais dit à certaines personnes qui ont voulu que je prenne certains cas où je savais qu'il y avait des mensonges. Je me suis dit jamais je ferai ça. Et on peut avoir toutes sortes de pressions qui vont être émises sur nous, qu'on doit certainement résister pour s'assurer qu'on reste ce qu'on est, parce que la marque de commerce qu'on formule à l'intérieur de notre carrière est la marque de commerce qui va rester pour toute notre vie. Et donc, essentiel de nous assurer, comme je vous ai dit auparavant, de prendre notre éthique morale et de notre baromètre de la moralité chaque fois qu'on fait n'importe quoi que ce soit.
C'est aussi important que prendre leur température et voir si on a la fièvre ou non pendant le COVID. Je dirais que c'est une peste qui est là constamment. Quelle est cette peste? Je vous dirai laquelle. C'est la peste de nous assurer qu'on est honnête. C'est là où on est sain, on est sauf au niveau de la moralité, au niveau de l'éthique. Je vais m'empresser de plusieurs personnes lèvent la main. Stéphanie, puis ensuite Raina. Oui, bonsoir. Merci pour votre témoignage ce soir. Ce fut enrichissant et puis très motivant. J'ai une petite question pour vous. On l'a dit tout à l'heure, la crise, elle exacerbe les inégalités sociales. Puis, je voulais savoir, malheureusement, on sait que aujourd'hui, elle prive des enfants, des hommes et des femmes à pouvoir se faire entendre justement par un homme comme vous, pour accéder peut-être à un statut de réfugié ici. Alors, je voulais savoir justement comment vous vous sentez dans une situation aussi, vos responsabilités sont très touchées et vous voulez donner la parole à hommes et ces femmes et les comprendre. Et puis, alors voilà, tout simplement. Oui, vous avez absolument raison. Ça prend très, très souvent et ça prend des niveaux souvent quelquefois même. Merci, monsieur. Allô? Oui. Également, on ne peut pas faire partout, mais également, on réalise qu'on a des juges qui sont remarquables. On a une cour, j'aimerais vous dire, où on peut dire qu'à cause de la gérance de le juge en chef Paul Crampton, qui est un homme remarquable, avec une ouverture d'esprit qui est très humaine, et également, il va s'assurer que chaque juge aura la possibilité de faire ce qui est important au niveau de son trajet, de la façon qu'il voit la justice, d'une façon indépendante. Merci. J'ai beaucoup apprécié Camus et la peste, je l'ai lu, puis j'ai trouvé ça très intéressant, votre jurisprudence. Alors, j'espère que vous allez aimer l'instrument qui est écrit à l'égard de la peste avec Maître Benjamin Dion, qui va être l'année prochaine, mais vous aurez mes étudiants l'ont eu en avant-primeur, je dois le dire, c'est vrai. On a abordé. Sarah, là, c'était pas le deal. On n'a pas les mêmes plans de cours, mais effectivement, il sera mis en ligne demain pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Excellent. D'ailleurs, Sarah m'avance toujours. J'aimerais vous dire, et c'est très, très beau parce que j'aimerais vous dire, il n'y a rien de plus beau pour un juge, et j'aimerais vous dire pour quelqu'un plus âgé que de dire qu'il a fait une erreur. Là, je sais que je suis encore jeune quand je peux dire à Sarah, Sarah, tu as eu raison, moi j'avais tort. C'est quelque chose c'est un compromis très heureux. Raina, est-ce que vous aviez aussi levé la main? Déjà, je tiens à vous remercier vraiment, monsieur, pour cette conférence qui a été très, très gratifiante. Mais j'ai vu qu'à travers toute cette conférence, vous dégagez beaucoup d'espoir, quelque chose de très, très beau en cette période de pandémie. Mais j'ai été vraiment marquée par ce que vous avez parlé en ce qui concerne le journal que vous avez trouvé et l'exemple de la petite fille. Je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quand on est face à tellement de cas comme ça qui sont très, 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 très forts, comment est-ce qu'on fait pour garder son sang-froid et comment est-ce que des choses qui parfois nous pousseraient à perdre espoir? J'aimerais vous dire que c'est un travail continuel. Et on n'a pas le choix. La dépression n'est qu'on ne peut rien faire, c'est une maladie, évidemment. Mais une dépression au niveau de la personne qui est en désespoir à cause de la situation qu'il retrouve ou qu'elle retrouve est
une tragédie pour la personne parce que la personne se sent paralysée. Pour ne pas être paralysé, ça prend un travail énorme de nous assurer que notre mission est en tête et en esprit et en âme constamment. Et oui, ça prend un travail énorme. Vous avez parlé de cet enfant-là, j'aimerais la préserver des journaux, évidemment. Quand on a fait certains cas que vous allez lire, des crimes de guerre contre l'humanité, même à l'intérieur de la situation africaine telle qu'elle est, Sarah pourra vous parler de certains jugements qu'on a eus, d'ailleurs, même avec des génocidaires, etc. Et on réalise qu'on a évidemment des sensibilités énormes à l'égard de toutes ces choses-là. Mais il faut garder quand même, il n'y a pas de choix. Des choix, on ne peut pas, évidemment, on doit être réaliste, mais également, on ne peut pas être que optimiste parce que le pessimisme n'est pas un choix. Le pessimisme, je dirais, est une faillite. La personne se sent paralysée. On ne peut pas se sentir paralysé parce qu'on ne peut pas contribuer si on va être paralysé. Imaginez-vous les médecins qui font une intervention chirurgicale à cœur ouvert. Comment il doit vouloir, évidemment, sauver une vie. Mais il sait également qu'il faut qu'il fasse ça d'une façon où il réalise que tous ces outils sont avec lui, comme un juge qui a la jurisprudence et la loi avec lui. Mais également, chaque personne est différente. Le cœur de cette personne, d'ailleurs, et ses vertèbres peuvent être placées d'une façon très différente. Son cœur bat peut-être d'une façon différente, avec un rythme différent. Donc, on doit voir c'est quoi la distinction, la différence de cette personne pour nous assurer que la bonne loi et que les médecins appliquent les bons instruments pour continuer avec cette intervention chirurgicale. Merci beaucoup. Je vous en prie, gardez votre sang toujours gardez-vous d'une façon où vous allez être forte pour vous assurer que votre mission, d'ailleurs, j'aimerais vous dire, les gens qui sont très sensibles ont la possibilité de donner énormément et de ne jamais avoir une crainte de notre vulnérabilité, de notre fragilité, mais de s'en servir de notre, comme j'avais dit, de la transparence que mon grand-père disait était très important par les cristals pour voir la vérité. Il faut, malgré que souvent, c'est difficile de se démontrer fragile ou de se démontrer vulnérable, mais ça nous donne également la possibilité de comprendre quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres. Il y a des mains questions levées. dans le chat, je pense. Sarah. Des commentaires. Merci de nous avoir permis d'avoir pu entendre ce magnifique humain et juriste. Donc c'est assez dithyrambique. Jean-Noël Dérubé, en période de pandémie, la loi est-elle assujettie à la médecine ou la médecine à la loi? Où est la justice et où est le remède? D'ailleurs, il faudra que je vous demande de lire ma jurisprudence à regard de Revel concernant une personne qui devait être renvoyée du Canada. Alors, c'est le cas Revel et le cas également dernièrement d'un prisonnier qui doit rester malheureusement à l'intérieur de la détention malgré que sa femme est très malade à cause de COVID. Donc, je dirais qu'on devrait avoir un mariage entre la médecine qui démontre une expertise, évidemment des experts. De la même façon qu'on a des témoins experts dans une salle de cours, si on n'écoute pas les témoins experts pendant n'importe quelle situation, on risque la sécurité et également le bien-être de la société. Alors oui, il faut écouter. Donc, je dirais qu'on devrait avoir les législateurs et les juges est obligé d'écouter les témoins ou experts pour s'assurer qu'on aura la possibilité de faire avancer notre société où la société est en sécurité autant que possible. Et ne jamais oublier, Pierre Elliott Trudeau disait toujours que la société ne devrait jamais oublier l'envergure sociologique, l'envergure économique, l'envergure politique et toutes les autres dimensions de tous les autres sujets. J'ai parlé du fait que l'Université de Québec à Montréal, je dirais, représente dans la faculté de sciences juridiques une faculté qui est multidisciplinaire, voire toutes les disciplines
qui vont nous donner la possibilité de savoir quoi faire. Le droit n'est pas quelque chose qu'on s'en sert en abstraction. Il faut qu'on s'en sert des droits en sachant les faits qui sont devant nous pour nous assurer qu'on applique la loi d'une façon pour sécuriser la société. Pas d'autres questions de main levée. Je crois que cet échange les critiques sont assez dithyrambiques, là, j'en ai beaucoup apprécié et je vais me permettre aussi de dire que ce que vous avez dit finalement, moi cette vision avait déjà résonné à moi alors que j'étais moi-même étudiante en droit il y a plusieurs années, là, le temps commence à vraiment passer, mais c'est vrai que d'avoir eu l'occasion de travailler avec vous ensuite, puis de aussi comme donc d'avoir pu vous compter comme un mentor a eu une très belle influence aussi sur ma pratique. Et c'est sûr que la majorité des choses que vous avez dites aujourd'hui, je peux juste dire aussi, peut-être laisser les étudiants et les étudiantes avec ça. Moi, c'est important qu'on puisse être exposé à ce discours-là parce que je crois profondément que on ressort grandi quand on travaille dans l'interdisciplinarité, que parfois on a une vision du droit qui est peut-être un peu qui n'est pas vraiment humaine, alors que finalement, on a la possibilité aussi d'être son propre instrument de changement. Puis on l'oublie aussi parfois dans la pratique. Et je crois que c'est toujours important de se le rappeler aussi. C'est ça, je vous remercie infiniment d'avoir proposé ce format d'échange, parce qu'encore une fois, ça signifie beaucoup, étant donné que les raisons que j'avais dit au tout début de la conférence, mais aussi parce que finalement, j'ai la conviction on forme une relève d'une manière très différente et je crois beaucoup à ça. Alors, je vous remercie, Monsieur le juge, d'avoir accepté encore mon invitation. Maître Dennen, j'aimerais vous remercier et j'aimerais vous dire ce que mon grand-père disait toujours. Il a dit, mon enfant, tu vas devenir une meilleure édition. Chaque génération aimerait d'avoir une meilleure édition pour l'avenir, pour sécuriser la société. Quand je vous vois, Maître Dennen, ce que vous êtes devenu et ce que vous devenez constamment, avec ce que vous donnez à la société au niveau de votre travail antérieur, au niveau des enfants, au niveau des droits de la personne, au niveau de ce que vous faites maintenant comme professeur, pas seulement que je suis fier de vous, mais je sais que quand je quitterai ce monde, qu'il y aura des gens comme vous qui représentent ce qui est meilleur dans l'intérieur de ces sociétés, qui vont devenir des meilleures éditions et qui auront la possibilité de sécuriser le monde entier encore plus. Et je remercie le bon Dieu quand je vois quelqu'un comme vous, sachant que oui, vous allez contribuer, vous allez encore aller plus loin et que notre avenir est protégé et sécurisé par des gens comme vous. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Mais merci vraiment beaucoup, Monsieur le juge. Encore une fois, au nom de la faculté, toutes les personnes qui sont présentes, ça a été vraiment un immense honneur. Alors, on mettra les liens donc, du texte en ligne demain et également votre site web. Puis je remercie encore toutes les personnes qui se sont jointes à nous le temps de cette 1h30 d'humanisme et de service des droits de la personne. Merci beaucoup. Puis je souhaite à chacune une très très belle soirée. Les étudiants, je vous revois dans 10 minutes. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur le juge. Merci. J'espère que j'aurai la possibilité de vous rencontrer tous, de vous serrer la main et d'avoir la possibilité de vraiment vous voir en personne où on aura la possibilité d'échanger éventuellement dans l'avenir. Au plaisir et très espoir de vous. Restez sains. Vous avez beaucoup à contribuer, chacun de vous, chacune de vous. Merci, Madame la juge. Merci beaucoup, monsieur le juge.